Bonjour tout le monde, bienvenue à la webconférence sur les programmes de deuxième cycle en traduction, terminologie et interprétation. Donc, je me présente, Mélanie Boutin. Je suis responsable d'information sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Je suis accompagnée de Louis Jolicoeur. Donc, Louis, n'hésite pas à ouvrir la caméra. En introduction, tout simplement, la webconférence va durer environ 25 minutes de présentation. À la fin de celle-ci, il y aura une période de questions. Donc, vous pourrez là, poser vos questions directement là, via le chat ou en débloquant votre micro à la fin de celle-ci. Et durant, si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire. Comme vous avez vu, la webconférence est enregistrée, donc elle sera disponible en rediffusion sur nos sites web. Alors voilà, mais sans plus tarder, je vais céder la parole à Louis pour la présentation. Donc, bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici et de vous saluer tous et toutes. Alors, comme Mélanie vient de le dire, je m'appelle Louis Jolicoeur, je suis directeur des programmes des cycles supérieurs en traduction et terminologie et maintenant, tout récemment, en interprétation. Alors, on vous racontera ça un peu plus en détail dans un petit moment. Alors, écoutez, je voulais commencer peut-être par vous présenter un peu l'état des lieux pour ce qui est de notre profession. Évidemment, c'est une profession qui évolue rapidement, qui connaît évidemment, comme la plupart des milieux professionnels d'aujourd'hui, toutes sortes de chambardements, notamment reliés à l'intelligence artificielle. Alors, on va en parler un petit peu. Euh, il reste que la traduction demeure un métier, une profession d'avenir, quoique certains puissent en penser, justement, avec la place de l'intelligence artificielle dans notre monde. Mais le jour où la traduction va disparaître à cause de ça n'est pas arrivé, il n'arrivera sans doute pas. Sinon, ben, ce sera peut-être la même chose avec à peu près tous les métiers. À ce moment-là, ben, c'est peut-être la société elle-même qui sera en train de vivre un bouleversement majeur. Mais la situation est telle que, pour ce qui est des besoins en traduction, les gouvernements nous lancent des cris d'alarme. Par exemple, à Ottawa, le gouvernement canadien est bien en peine ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de projets de loi qui ne sont pas adoptés, faute de traduction des documents qui les constituent. Euh, Attends, ben, il faut faire ça rapidement et parfois ça traîne. Les discussions au Parlement puis au Sénat doivent se faire avec des documents bilingues. Si les documents bilingues ne sont pas là, malheureusement, les projets sont stoppés, sont immobilisés. Alors, c'est un peu la même chose en interprétation. Beaucoup des discussions lors des projets de loi, justement, se font en commission parlementaire. Et une commission parlementaire, là encore, à Ottawa, ça se fait de façon bilingue. Si une personne du public, et c'est ça une commission parlementaire, ce sont des experts, des députés et des gens du public qui viennent présenter des mémoires. Si des gens du public viennent faire une présentation sur un sujet X en français, ben, tout doit être interprété en anglais et vice-versa. Que ce soit donc des experts qui parlent du sujet, convoqués par les politiciens, ou que ce soit le public, les membres du public qui veulent poser des questions pour la bonne marche du projet de loi, ben, tout ça doit être interprété. Donc là encore, le gouvernement est en mode panique et c'est un peu pour ça qu'on vient de créer, d'ailleurs, j'en parlerai dans un moment, ce micro-programme de deuxième cycle en interprétariat. Donc, la profession va bien, les outils sont là, ils nous aident à aller beaucoup plus vite, ce qui est bien parce qu'on a de tels besoins que les outils vont nous permettre de combler un peu plus, et pas entièrement, mais un peu plus les besoins. On traduit peut-être 10% de ce qu'on devrait traduire au Canada actuellement avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle. On va peut-être finir par traduire 40, 50%, c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est encore en deçà de ce qui nous est requis de la part des différentes instances gouvernementales et du privé aussi, les cabinets, etc. Le commerce se développe, que ce soit dans le cadre, par exemple, du libre-échange au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, où évidemment les trois langues sont l'anglais, le français et l'espagnol, ben, plus tout cela se développe, ben, plus la traduction devient indispensable. Alors, les besoins sont toujours là. Nos programmes évoluent rapidement. On a maintenant des stages obligatoires, tant au bac qu'à la maîtrise. Ça a d'abord l'avantage de former nos étudiants vraiment sur le tas, de leur montrer la réalité du métier, mais c'est aussi ce qui nous permet maintenant d'entrer directement dans l'ordre professionnel à la fin du bac ou à la fin de la maîtrise.
Alors ça, c'est quand même très intéressant pour les étudiants. Avant, c'était un peu plus laborieux. Il y avait une période de tutorat, il y avait une période aussi où il fallait faire ses preuves, etc. Mais le stage, maintenant, fait office de tous ces autres processus que nous avions avant. Donc, on finit le bac, on finit la maîtrise, on rentre directement à l'ordre professionnel. C'est un atout de taille. Et donc, ces aspects sont simplifiés. Et puis, évidemment, une fois qu'on entre à l'ordre, eh bien là, on peut recevoir des contrats au privé où tout simplement, on, on va pouvoir utiliser notre statut de traducteur-traductrice agréé au moment de postuler différents emplois qui existent tant au privé que, au public. Alors, ça dépend un peu de la personnalité de chacun. Il y en a qui aiment un peu l'idée de la sécurité offerte par le statut de fonctionnaire. Il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça ne convient pas. Ils préfèrent peut-être travailler dans une grande entreprise, dans les services linguistiques d'une grande entreprise, ou alors travailler dans des cabinets de traduction. L'avantage du cabinet de traduction, c'est qu'on est susceptible de travailler avec des documents différents, c'est plus varié, on apprend des choses différentes. Alors que si vous travaillez pour Bell Canada, c'est très, très solide comme emploi, mais vous allez travailler avec les textes de Bell Canada. Ceci dit, Bell Canada, ce n'est pas uniquement des téléphones, hein, il y a tout un volet administratif, il y a un volet juridique. Alors, il y a quand même un peu de variété aussi. Mais c'est évident que dans un cabinet, vous êtes appelé à travailler avec toutes sortes de clients, donc vous allez toucher à toutes sortes de textes. Bien sûr, vous allez probablement préférer, si vous avez une formation scientifique, travailler dans des domaines scientifiques, techniques, médicaux ou autres. Et si vous avez plutôt l'âme des sciences humaines, comme c'est mon cas, bien, vous allez préférer des textes qui s'y rapprochent. Vous pouvez aussi être un littéraire, bien là, à ce moment-là, c'est carrément autre chose. C'est peut-être pas dans un cabinet que vous allez travailler, mais plus pour des maisons d'édition, des choses de ce genre. Alors, je reviens un peu à la question des stages. L'avantage des stages, évidemment, c'est que beaucoup de ces stages se convertissent ensuite en emploi. L'OTIAC, l'ordre professionnel, lui-même offre des stages. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé de stage dans le milieu professionnel, ben, il y a toujours la possibilité de faire son stage à l'ETIAC même. Ben, à ce moment-là, évidemment, l'OTIAC reconnaît son stage puisque c'est fait dans son sein même et vous pouvez, dès la fin du stage et la fin de votre programme, entrer dans l'OTIAC. Mais l'avantage de travailler, par exemple, dans un cabinet ou au gouvernement, c'est que le stage, très souvent, peut se convertir en emploi. Alors ça, c'est pas négligeable non plus. Le Bureau de la traduction à Ottawa offre beaucoup de stages, certains rémunérés, certains ne le sont pas. C'est la même chose un peu partout. Il y a des stages qui sont rémunérés, il y en a qui ne le sont pas. Mais souvent, ces stages peuvent se convertir ensuite en emploi, ce qui est quand même intéressant. Euh, Pourquoi non rémunérés parfois? C'est qu'il y a des stages qui sont extrêmement intéressants, mais qui ne sont pas rémunérés pour différentes raisons. Par exemple, dans le milieu de la culture, on sait que malheureusement, le monde de la culture n'est pas très riche. Il y a des stages très intéressants, mais souvent, les personnes n'ont pas les moyens de vous rémunérer, les étudiants. Je pense notamment au Festival de cinéma. Il y a celui de la Ville de Québec, il y a celui du court-métrage à Saguenay, il y a celui des films documentaires à Montréal. Alors, nos étudiants sont très appréciés par ces festivals. Ils vont à ce moment-là très régulièrement faire le sous-titrage des films. Pas seulement des films en langue anglaise ou en langue espagnole, qui sont les langues, évidemment, qu'on travaille dans nos programmes, surtout l'anglais, bien sûr, mais un peu l'espagnol aussi. Mais toutes sortes d'autres langues. Mais vous allez recevoir le script d'un film, par exemple, en anglais. Vous allez travailler à partir de ce document en anglais. Le film est peut-être en polonais, mais vous allez. Si on a des étudiants qui travaillent le polonais, formidable. Chaque année, on a des étudiants qui travaillent différentes langues, autres que l'anglais, l'espagnol et le français. Ça, c'est très bien, c'est apprécié. Mais sinon, on utilise des scripts en anglais qui nous sont fournis. Alors, ça, c'est très stimulant. C'est pas payant, mais c'est extrêmement intéressant. Vous apprenez à travailler avec les logiciels de sous-titrage. Vous découvrez le milieu du cinéma. À défaut de pouvoir rémunérer les étudiants, je dis aux organisateurs de festivals, soyez très gentils avec eux, invitez-les, d'abord donnez-leur une passe pendant tout le long du festival, invitez-les à toutes les activités, à tous les parties, il y a beaucoup de parties, c'est intéressant, vous rencontrez les réalisateurs, les acteurs, etc., aux masterclass, aux projections particulières, enfin, à défaut d'être rémunéré, c'est très enrichissant et très stimulant.
Alors, voilà, vous avez différents types de stages. Il y a aussi le stage au sein de notre cabinet de traduction étudiant qui est très apprécié. C'est le seul cabinet de traduction étudiant au Canada. Les étudiants font un stage, mais là, ils ne sont pas encadrés par des professionnels parce que les professionnels, ce sont eux, les étudiants eux-mêmes, puisque ce sont eux qui gèrent le cabinet. C'est très stimulant. Nous, quelques profs, on est membres du conseil d'administration, on épaule les étudiants là-dedans, mais ce sont vraiment les étudiants qui mènent le bal. La présidente est une étudiante de fin de bac, la vice-présidente aussi. Il y a la responsable aux ressources humaines, responsable euh, des affectations des contrats, etc. Bon, ce n'est pas un immense cabinet, mais c'est vraiment un cabinet qui reçoit des contrats, qui gère ces contrats, qui distribue ça, qui s'occupe de la révision auprès de professionnels de l'OTIAC. Alors, une fois que vous avez passé quelques mois là, vous savez comment mener un cabinet. Ce n'est pas payant non plus, celui-là, mais ce stage-là, mais c'est extrêmement enrichissant. Donc, ça fait partie de la panoplie des choses qu'on propose à nos étudiants. Dans le cadre de nos programmes, on a différentes activités aussi. On a une association très dynamique, la Tradul, des étudiants du bac et de la maîtrise, qui organise des journées carrières. Je viens d'y aller encore il y a quelques jours, une journée carrière très intéressante avec tous les cabinets de la région et au-delà qui sont présents, qui expliquent un peu ce qu'ils font, quel genre de stagiaires ils veulent avoir. Si vous avez déjà fait votre stage, vous pouvez quand même y aller pour voir les possibilités d'emploi. Les gouvernements sont là, le fédéral, évidemment, qui avide de nouveaux traducteurs. Journée carrière très intéressant. Il y a le mois de la traduction organisé par notre asso aussi, où il y a plein de conférences, des activités avec le grand public. C'est vraiment assez dynamique, tout ça. Alors, une fois que vous êtes bien inséré dans le programme, que vous avez fait vos cours, vous commencez à songer à faire votre essai de maîtrise. La plupart de nos étudiants font ce qu'on appelle la maîtrise avec stage et essai. C'est la maîtrise professionnelle. Il faut comprendre que cette maîtrise, de règle générale, elle est orientée vers des personnes qui n'ont pas fait le bac en traduction. Le bac en traduction mène directement à l'OTIAC, comme je le disais, avec le stage obligatoire. Donc, très rares sont ceux qui sentent le besoin de faire une maîtrise, à moins que ce soit une maîtrise de recherche, pour ceux qui pourraient être intéressés vraiment par la recherche en traduction. Mais la maîtrise professionnelle, après le bac, qui est très professionnel aussi, honnêtement, ce n'est pas très utile. Et d'ailleurs, il y a à peu près personne qui fait ce passage-là. Euh, et la maîtrise elle-même étant complètement autonome pour former nos professionnels, ben, les gens viennent de toutes sortes d'horizons, de bacs variés, parfois pertinents par rapport à la question de la langue, un bac en études anglaises, un bac en français, en littérature, de bac en relations internationales et langues modernes, bon, des choses comme ça ou carrément des bacs vraiment extérieurs à tout ça, un bac en biologie, quelqu'un qui s'intéresse à la biologie, mais qui n'a pas vraiment envie de devenir biologue, un biologiste, ben, il se dit, ben, ma foi, pourquoi je n'utiliserais pas mes connaissances en biologie pour traduire de ce domaine-là? Je m'intéresse aux langues, je m'intéresse à la biologie, mais pas au point de devenir biologiste ou de continuer une carrière de recherche. Alors, cette personne sort de son bac de bio et vient faire notre maîtrise. C'est vrai aussi pour des architectes, des ingénieurs, des gens en sciences infirmières, toutes sortes de domaines qui, à première vue, semblent assez éloignés de nous, mais qui attirent des gens pour qui la traduction deviendrait comme une deuxième orientation après leur carrière dans un domaine scientifique X. Ils décident de devenir traducteurs, traductrices de ce domaine-là. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Il y a des cours spécialisés dans différents domaines, médicaux, scientifiques, techniques, justement pour ces personnes-là. Alors voilà, donc on va regarder dans un moment, si vous voulez bien, les différents programmes. Je vais partager mon écran si vous permettez. J'espère que ça va bien aller. Voilà. Alors Mélanie, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Oui, on voit très bien ton écran. Super. Alors, pour ceux qui sont moins habitués à l'Université Laval, je vais faire le parcours avec vous, simplement pour être sûr que vous alliez au bon endroit et que vous ne perdiez pas de temps à chercher à gauche et à droite. Donc, vous allez dans Faculté des lettres et des sciences humaines, vous cliquez ça, vous allez tomber là-dessus. Vous allez tout simplement dans Études, et là, vous allez voir les différentes disciplines. Vous allez là-dedans, c'est facile. Traduction, c'est toujours en dernier. Vous cliquez les deux derniers, traduction et terminologie, et voilà. Et puis, vous lancez la recherche, et vous allez tomber sur tous les programmes qui touchent à la traduction. Vous avez le baccalauréat,
je ne suis pas directeur du bac et c'est pas vraiment de ça dont on parle aujourd'hui. C'est ma collègue Alexandra Ellinger qui est la directrice de ce programme. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Sinon, vous avez ici les différents programmes de deuxième et troisième cycle. Alors, vous avez le doctorat pour ceux qui ont déjà une maîtrise. C'est vraiment de la recherche. C'est pour ceux qui veulent faire vraiment une carrière de chercheur, de professeur d'université, probablement. Ensuite, vous avez la maîtrise en traduction et terminologie. Ce n'est pas écrit avec stage et essai parce que c'est la maîtrise de base, mais c'est celle-là qui pourrait intéresser la grande majorité d'entre vous. Vous avez ensuite la maîtrise en traduction et terminologie, qui est redevenue un peu plus populaire récemment. Donc là, vous avez des étudiantes souvent qui ont le bac en traduction, qui n'ont pas envie de se lancer tout de suite sur le marché du travail, qui ont peut-être envie même de faire un doctorat par la suite. Alors, après leur bac, elles font cette maîtrise en traduction avec mémoire. C'est une petite recherche, il y a moins de scolarité, mais avec ça, vous n'entrez pas à l'OTIAC. Mais si vous avez le bac, vous entrez déjà à l'OTIAC. Vous pouvez donc cumuler votre vie professionnelle de traductrice, de traducteur, avec cette maîtrise de recherche. Mais la maîtrise avec mémoire, il faut être bien clair. Là, si vous avez un bac en autre chose qu'en traduction, vous faites la maîtrise avec mémoire, vous n'entrez pas à l'ordre. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, ce tout nouveau programme dont je l'ai parlé rapidement tout à l'heure, le micro-programme de deuxième cycle en interprétariat, c'est à la demande du gouvernement fédéral. On vient d'en faire l'inauguration en grande pompe il y a quelques semaines seulement, avec le ministre Duclos du gouvernement fédéral, avec le PDG du Bureau de la traduction, M. Lim Berner, qui est venu d'Ottawa pour l'occasion en avion à 6 heures le matin, avec la vice-rectrice. Donc, c'était vraiment de la haute gomme parce que c'est devenu une priorité pour le gouvernement qui a fait pression pour qu'on mette en place ce nouveau micro-programme. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'interprétation ou de l'interprétariat. Euh, donc, il ne s'agit pas de traduction écrite, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un domaine un peu particulier, l'interprétation. On fait deux choses en même temps, on parle en même temps qu'on écoute. C'est très stimulant, mais c'est très exigeant, c'est stressant aussi. Mais c'est un milieu, moi je suis interprète, c'est moi qui ai beaucoup travaillé à mettre ça sur pied. On va avoir des interprètes parlementaires d'Ottawa qui vont nous être fournis pour certains des cours de ce microprogramme. D'autres, moi j'en donne un autre collègue interprète va donner l'autre. Donc, c'est vraiment très stimulant, mais c'est pas pour tout le monde. Il faut être parfaitement à l'aise dans les deux langues, dans une troisième idéalement, mais c'est surtout pour les besoins du bilinguisme canadien, donc il s'agit surtout de l'anglais et du français. Il faut comprendre qu'en traduction écrite, on n'a pas besoin d'être parfaitement à l'aise à l'oral en anglais. Il faut bien comprendre ces textes, c'est ce qu'on travaille avec vous dans nos cours, la bonne compréhension avec toutes les subtilités idiomatiques, etc., et une excellente rédaction en français. À l'oral, en interprétation, c'est pas la même chose. D'abord, on ne travaille plus simplement dans sa langue maternelle comme à l'écrit, on travaille dans les deux directions. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et parce qu'on change de langue trop souvent, surtout au gouvernement fédéral, les politiciens sont très habiles dans l'art de commencer une phrase dans une langue et de la terminer dans une autre. Alors, il faut être habitué à ça. Alors, nous, on travaille à la demi-heure, les interprètes, puis après une demi-heure, on change de collègue pour se reposer un peu parce que c'est un peu stressant. Sauf que pendant cette demi-heure, il y a pu y avoir différents changements de langue. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on change de canal, anglais, français. Que ce soit en Zoom, qu'on le fait maintenant très souvent, ou véritablement dans une cabine en présentiel. On apprend tout ça dans le microprogramme, toutes les techniques en question. Mais ce qu'il faut savoir avant de songer à faire un tel microprogramme, c'est qu'il faut être à l'aise à l'oral dans les deux directions. Alors, c'est une nuance importante par rapport à la maîtrise. Donc voilà, comme le domaine, le programme le plus populaire et de loin, c'est la maîtrise, c'est celui qu'on va examiner, mais suivez le même parcours que je viens de faire si vous voulez vous intéresser aux autres différents types de programmes, comme par exemple le DESS, qui est un peu comme la maîtrise, qui est très professionnalisant aussi, mais qui n'a pas d'essai et qui a seulement 30 crédits. Il faut comprendre que le DESS, c'est plus rapide, on fait ça en un an, c'est très bien, sauf que ce n'est pas suffisant pour entrer à l'OTIAC. Ça prend 45 crédits pour entrer à l'OTIAC. Ou alors le bac, 90 crédits. Donc, c'est intéressant, allez le voir, mais nous, on va regarder surtout celui qui est le plus populaire parce qu'il mène à l'ordre et qui est le programme le plus complet pour ce qui est du deuxième cycle pour mener à devenir une ou un professionnel de la traduction. Quand je dis traduction, ça peut vouloir dire différentes choses aussi. On fait aussi de la terminologie, on fait de la rédaction, on fait de la révision.
les cours d'interprétation qui sont offerts dans notre microprogramme, ben, si vous faites la maîtrise, vous pouvez les prendre comme cours à option aussi. Ça ne veut pas dire que vous pensez véritablement être interprète. Peut-être que ça va vous donner la piqûre, puis que non seulement vous ferez la maîtrise, mais le microprogramme, parce que le microprogramme, c'est 4 cours et un stage, c'est pas très long non plus. Ça vous donnerait vraiment plusieurs cordes à votre arc, hein. Vous seriez traductrice, traducteur professionnel avec la maîtrise, plus le petit microprogramme qui vous rendrait capable de devenir également interprète. Mais sinon, vous pouvez juste aller toucher un peu à la chose en faisant un cours. On vous le reconnaît comme cours à option dans votre maîtrise, mais vous ne faites pas nécessairement tout le microprogramme parce que vous vous rendez compte que c'est intéressant, comme j'ai vu souvent dans mes cours. Les étudiants trouvent ça hyper intéressant, c'est très dynamique, le cours est très interactif. On fait des exercices d'interprétation en écoutant des véritables discours, etc. On s'enregistre, on s'écoute ensemble. Il ne faut pas être trop timide, là, parce qu'on est vraiment sous les feux de la rampe. Mais c'est rien par rapport à la vraie vie d'interprète. Alors, c'est déjà une façon de commencer. Alors, certains trouvent ça très intéressant, mais ils se disent non, ce n'est pas pour moi. Mais au moins, le cours sera reconnu dans leur programme. Alors, donc, vous avez ici différents aspects du programme. Lisez-le si ça vous intéresse, l'aperçu, etc. Vous avez ici un document utile. C'est en petit, c'est en bas, donc plusieurs étudiants ne pensent pas nécessairement à aller le consulter. Je vous invite à le consulter. Tout ce que je dis maintenant et plus s'y trouve. C'est un document donc que j'ai. Où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît ici. Vous cliquez sur document utile et il apparaît ici à droite. Vous cliquez là-dessus. Il arrive ici dans vos documents. Attendez, je l'apporte. Tout le monde le voit bien? Alors, je vous invite à le lire. Je fais un peu la présentation de la maîtrise, maîtrise avec mémoire, le DESS et le tout nouveau microprogramme de deuxième cycle que je viens d'ajouter dans ce document-là. Alors, si vous hésitez entre le premier et le deuxième cycle, combien de fois aux portes ouvertes, j'ai des étudiants qui me disent, ah, moi j'ai un bac en ceci, j'aimerais maintenant faire un bac en traduction. Je dis, ah oui, et pourquoi vous ne changez pas la maîtrise? Ben, parce qu'il n'y avait pas pensé, évidemment. C'est sûr qu'à première vue, faire une maîtrise en traduction, si on n'a pas de bac en traduction, on se dit, ben, ça ne doit pas être possible. Ben, oui, c'est possible, mais le message n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite précision, premier ou deuxième cycle. Alors, si vous avez un bac en quelque chose et que vous êtes vraiment à l'aise, de toute façon, on a un test d'admission au deuxième cycle qui n'est pas obligatoire si vous avez fait le bac en traduction, mais qu'on impose à tous ceux qui ne viennent pas du bac en traduction, donc la grande majorité de nos candidats. Et c'est là qu'on va voir vraiment si c'est pour vous ou non. Pas la mer à boire comme examen, on veut juste vérifier que vous comprenez bien l'anglais, que vous écrivez un français correct. Donc, j'explique ces différentes choses. Et puis, je décris les différences entre la maîtrise, maîtrise avec mémoire, DESS et le microprogramme en interprétariat. Vous avez le site de l'OTIAC que vous pouvez aller visiter pour voir comment ça fonctionne, la reconnaissance professionnelle. Bon, un petit élément sur les frais de scolarité. Euh, voilà. Et puis, notre responsable des études, Amélie Demers, avec qui on travaille très étroitement, et moi-même, vous avez mes coordonnées ici. Ensuite, vous avez les différents profs. On a une nouvelle prof dont on est bien fier, Mme Lynn Bocque, qu'on vient tout juste d'engager. Fier parce que elle est titulaire, et c'est extrêmement rare dans notre domaine, d'une chaire de recherche du Canada, une chaire senior, qu'on a baptisée chaire de recherche du Canada en traduction, technologie et société. C'est formidable pour nous parce que d'abord, ça nous montre à quel point on est prêt à embrasser sans le moindre doute les questions des nouvelles technologies dans le monde de la traduction. On pense que c'est indispensable, c'est la réalité. Euh, on va travailler beaucoup avec les outils, on va vous initier à ça, mais vous avez probablement déjà tous eu l'occasion d'y toucher un peu, que ce soit DeepL ou ChatGPT ou autre. Alors, on ne tourne pas du tout le dos à ça, on ne fait pas comme si ça n'existait pas, au contraire, on utilise ça, comme je vous le disais tout à l'heure, les besoins sont tels que plus on va pouvoir travailler rapidement, mieux ce sera pour tout le monde. Alors, on est tout à fait conscient de ça. Alors, voilà, je reviens, j'arrête le partage d'écran, je reviens à vous. Pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez envers nos programmes là, de cycle supérieur en traduction, terminologie et maintenant interprétariat. Donc, je ne sais pas si Louise voulait dire un petit mot de la fin. Ben non, écoutez, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, si vous voulez m'écrire directement, ça me fera plaisir pour des petites précisions, parce qu'on a fait ça un peu rapidement, mais volontiers, je vous répondrai plus en détail là, pour des questions plus pointues. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à tout le Au monde. revoir.